Bienvenue aux 5 livres, l'émission littéraire d'Acadème pour sa 18e édition. Ça sera aujourd'hui consacré à la transmission. Elle sera au cœur de nos conversations avec 3 invités. Dror Michani, écrivain israélien de passage à Paris, traducteur en hébreu de certain nombre d'écrivains français dont Roland Barthes, entre autres, et spécialiste du polar, auteur de nombreux romans policiers, publié en Israël, mais aussi traduit en français et dans d'autres langues. Et puis auteur, c'est la raison de votre présence aujourd'hui, de Au ras du sol, journal d'un écrivain en temps de guerre, qui vient de paraître donc chez Gallimard avec une très belle illustration de couverture. Nathalie Azoulay, écrivaine, ancienne enseignante et ancienne éditrice aussi, et membre du jury Femina et auteur de Toutes les vies de Théo aux éditions POL. Enfin, Karine Azan, pour Vie et survie d'Elisabeth Alperne. Vous vous consacrez également à l'écriture, aussi bien littéraire que jeunesse, oui. et puis aussi scénariste. C'est aussi de l'écriture quand même. Oui. Alors, Dror Michani, on va commencer avec vous, puisque vous nous faites l'honneur de venir d'Israël pour parler de votre livre. J'étais frappé déjà par le titre. Hein. C'est un livre traduit de l'hébreu par Laurence Sendrovitch, qui est votre traductrice habituelle, hein, pour les polars, c'est ça? Ouais. Oui. Mais en anglais, c'est An Heroic War Diary, et en hébreu, c'est quoi? Hatmuna ktana, ça veut dire the little picture, le petite image. Donc ça veut dire c'est pas une vision totale de la guerre, de ce qui se passe à notre région, mais c'est vraiment la guerre racontée par l'histoire de ma famille, hein, de ma fille, de mon fils, de ma femme. Alors c'est ça le petit détail ou la vision de la guerre au ras de sol. Au ras du sol, c'est tout Ouais. à fait ça. Ouais. Et en même temps, avec une ambition universelle, comme toujours. Oui, avec une ambition de raconter notre propre expérience de la guerre depuis 7 octobre, mais aussi peut-être d'exprimer quelque chose qui est universel contre la guerre et d'éviter la guerre infinie, je dirais. La guerre sans fin. Oui, Mais exactement. est-ce que toutes les guerres d'Israël ne sont pas une seule guerre sans fin Oui, depuis exactement, 1948? Exactement. C'est une seule guerre qui, moi j'ai peur, qui va continuer pour bien des années. Et comme je ne veux pas quitter Israël, je veux rester absolument en Israël et j'ai des enfants qui vont grandir et aller à l'armée israélienne. Je me sens que je dois faire tout pour que cette guerre soit arrêtée. Alors, quand le 7 octobre est Ouais. arrivé, 2023, vous n'étiez pas en Israël, vous Non, étiez j'étais à à Toulouse pour un festival du polar. Oui, Toulouse Polar du Sud, TPS, c'est un très bon festival de polar et j'étais là. Et ma femme qui m'a appelé à 6 h du matin pour me dire qu'il se passe quelque chose. On ne savait pas quoi exactement. Et au fur et à mesure, c'est devenu clair que c'est quelque chose de très très grave. Et donc j'ai écrit à mon amie et éditrice Marie-Caroline Aubert, je crois qu'à 9 h du matin que la Grande Guerre a commencé. C'était clair que c'était vraiment la Grande Guerre qui a éclaté. Mais la question que vous vous êtes posée, Ouais. c'est est-ce que je reste en France, mais en même temps ma femme et mes enfants sont là-bas, Ouais. est-ce que je les fais venir, est-ce que Ouais. j'y vais? Il n'y avait pas vraiment une question, c'était clair que je reviens. Mais après, j'ai appelé certains de mes amis et j'ai compris qu'il y a des Israéliens qui quittent l'Israël et qui fassent tout ce qu'ils peuvent pour acheter des billets, pour aller n'importe où. Et alors, c'était une question pour un moment, si peut-être c'est plus raisonnable de faire venir mes enfants et ma femme. Mais en fait, je ne voulais pas. Et ma femme non plus. C'était clair qu'on reste. Et c'est important de y être
dans ces moments-là. Et pourtant, vous êtes de gauche, pacifiste, vous n'avez jamais changé là-dessus. Vous n'êtes pas rentré pour faire la guerre. Non, Non. mais je suis israélien quand même. J'ai Ouais, de c'est ça. la famille là-bas, j'ai des amis là-bas. Et quand mon pays est en guerre, on ne quitte pas, même si on n'est pas d'accord avec tout ce que le gouvernement fait. Mais alors, vous avez regardé les informations à la télévision, Oui. et tout de suite, ça vous a fait penser au pogrom de Kishinev. Oui, je crois que c'était ça qui a été très très dur en octobre 7. Alors le meurtre en octobre 7 a donné naissance, 1907. Hein. oui, Oui. au traumatisme de l'Holocauste, mais aussi de pogrom de début du XXe siècle. Je crois que l'impuissance, parce que normalement, nous, Israéliens, on a l'impression que même quand il y a des attentats et tout ça, mais nous ne sommes pas impuissantes. Et en octobre 7, il y avait ces moments, ces journées-là, on était vraiment impuissantes. Et oui, je crois que c'est ce traumatisme-là qui est né, ou rené, qui nous a donné beaucoup de mal ces jours-là et les semaines qui ont suivi. Alors, on le sait, tout Israélien a été confronté à une guerre, directement, et souvent même à plusieurs guerres. Ouais. Vous, ça a commencé à l'âge de 15 ans, Ouais. en 1990, la guerre d'Irak, quand des Scuds sont tombés sur Tel Aviv, vous avez été mobilisé comme lycéen. Ouais. Il s'agissait donc, dans une unité médicale, vous étiez censé faire quoi? De faire nettoyer les gens qui viennent à l'hôpital s'ils sont touchés par le scud, on dit. Les Scuds, Scud la charge chimique. Oui, exactement. Mais heureusement, ça n'a pas passé comme ça et on était privés. Mais à 15 ans, il y a déjà Voilà. une conscience Oui, bien sûr. de quelque chose. Mais je crois que quand on est né en Israël, je prends ma fille, par exemple, elle avait 14 ans quand la guerre a commencé. Laquelle? Celle-là? Oui, oui. 2023? Oui, oui. Elle avait 14 ans. Et comme moi, j'étais à Toulouse, je ne pouvais pas la garder. Et elle a vu de vidéos qui étaient vraiment terribles. Les premières vidéos? Oui, oui. Les premières vidéos, le meurtre qui ont été commis live. Et donc maintenant, elle est complètement marquée par le fait qu'elle est israélienne, qu'elle a vu la guerre à 14 ans. C'est vraiment ça qui est formatif pour elle maintenant. Et c'est notre histoire à nous tous. Mais vous le dites avec fatalisme. Bon, j'espère que ça peut changer, mais pour le moment, je suis pessimiste. Hein. Oui, Ouais. tout porte à être pessimiste. Ouais. Mais alors, je crois que c'est votre femme qui vous dit à un moment, mais de toute façon, toi, tu as un problème avec l'appartenance. Mais c'est ma mère. Ah, c'est votre mère, pardon. Ouais, c'est exactement encore ma mieux. mère. La mère juive qui dit Ouais, ça. ouais. Ouais, c'est ma Pourquoi mère elle dit ça qui me dit ça. Je crois que c'est au niveau personnel, elle me dit quelque chose de très très grave, mais aussi, mais aussi au niveau national. Et, parce que moi, j'avais toujours du recul vis-à-vis le gouvernement israélien, les actions de l'armée israélienne. Et dans ces moments-là, après octobre 7, et dans les semaines qui ont suivi, c'était presque infaisable de prendre des reculs vis-à-vis le gouvernement, le pays, l'armée. Et moi, j'ai insisté que c'est important Moi, j'ai écrit un article 2 ou 3 jours après octobre 7, où j'ai demandé de mon gouvernement de ne pas faire la guerre à Gaza. Et donc, ma mère, elle n'aime pas
recul vis-à-vis. Mais vous étiez minoritaire, Oui, oui, oui. pas seulement dans votre famille, mais en Israël. Oui, je crois que immédiatement après, presque tous les Israéliens, ils ont voulu faire la guerre pour les otages, mais pas seulement pour les otages, pour la vengeance. Et moi, j'ai senti qu'il y avait deux autres moyens pour retrouver les otages et que la vengeance, ça ne nous aide pas. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire si ce n'est pas la guerre? Et un autre pays aurait réagi comment? Je ne sais pas, moi je crois qu'il fallait absolument retrouver les otages. Mais comment retrouver des otages Avec, quand ils sont... faire la négociation avec le Hamas pour retrouver les otages, comme on fait maintenant en fait. Comme on a fait 50 jours après octobre 7 pour les femmes et les enfants, pour retrouver tous les otages et après, je ne sais pas, reconnaître pour la première fois que ce conflit israélo-palestinien, il doit être traité d'une manière générale et on ne peut pas combattre le Hamas chaque fois qu'une guerre commence et oublier qu'il y a un contexte. Je sais que c'est un mot maintenant un peu chargé, contexte, Oui. mais moi je crois que le contexte est très important. Mais vous pensez vraiment qu'après un massacre d'une telle ampleur, on peut demander aux auteurs de ce massacre qui nient votre existence en tant que peuple, en tant que pays, vous pouvez vraiment penser qu'on peut aller les voir pour discuter avec eux? Oui. Je ne crois pas que tous les Palestiniens nient. Non, je ne parle pas des Palestiniens, ouais. Je parle du Hamas. Je crois qu'il faut maintenant parler avec le Hamas à Gaza et avec l'autorité palestinienne à Cisjordanie. Pardon, je parle du 8 octobre. Ouais. À partir du 8 octobre, ouais. Vous pensez que le gouvernement aurait pu... Ouais. Mais on parle avec le Hamas maintenant pour retrouver les otages? Oui. C'est ce qu'on fait. Oui, mais il s'est passé des choses entre-temps. Pour moi, le Hamas, c'est notre ennemi. Alors parfois, il faut parler avec notre ennemi pour, en octobre 8, pour retrouver les otages et après, pour trouver une solution pour le conflit israélo-palestinien. Oui, il faut parler au Hamas aussi. Alors, vous n'avez pas été mobilisé? Non. Mais vous avez été réquisitionné, en quelque sorte, par un petit groupe qui s'est créé entre écrivains pour écrire des éloges funèbres. Parce qu'il y avait des enterrements toute la journée depuis 1 an et demi. Hein. Il y en a eu tout le temps. Et donc, vous étiez un groupe d'écrivains. C'est quand même assez extraordinaire, je trouve. Et vous avez donc écrit des éloges funèbres? Oui. Il y avait la première fois que j'étais offerte d'écrire ces éloges funèbres, je ne pouvais pas. C'était, je crois que j'étais trop. C'était la femme que je devais écrire l'éloge funèbre, elle était écrivaine elle-même. C'est une femme de 60 ans qui s'appelait Lilar Kipnis. Oui, exactement. Elle a écrit des livres pour les enfants. Et moi, j'avais peur, je crois. Mais après, 2-3 semaines après, j'ai écrit un éloge funèbre pour un membre de Kibbutz Be'eri qui s'appelait Shachar. Mais elle avait été brûlée vive dans sa maison. Oui, exactement. Et vous avez pu écrire? Oui. Et vous en avez fait d'autres? Oui, j'ai fait 2. Mais c'était le moindre que je pourrais faire. Je voulais être, je voulais contribuer en quelque sorte. Et en fait, en écrivant, c'est là la chose que je peux faire. Hein. C'est votre mitzvah. Oui, exactement. Il y a une phrase que j'ai piquée dans votre texte, et on pourrait dire il faut le contexte, mais je pense qu'elle est valable dans tout le livre. Alors je l'ai enlevée du contexte. Vous dites parce qu'on n'a pas le choix. Et j'ai l'impression que c'est valable pour beaucoup de choses.
beaucoup de décisions qui se prennent, Ouais. parce qu'une fois de plus, c'est une guerre existentielle, Ouais. et une fois de plus, on n'a pas toujours le choix. Là, vous avez complètement raison. On est dans ce pays israélien et palestinien et on n'a pas le choix que de cohabiter ensemble ces pays. On ne peut pas imaginer que nous, Juifs, nous allons retourner à l'Europe ou à la Syrie, au Liban, dans le cas de ma famille, et on ne peut pas imaginer que les Palestiniens ils vont disparaître. Mais ça, est-ce que ce n'est pas une réaction de quelqu'un, votre famille vient d'Alep ou de Beyrouth, de quelqu'un d'oriental, qui considère, à juste titre, qu'Israël est un pays oriental. Oui, mais est-ce que vous ne pensez pas que des gens qui viennent de Pologne ou des États-Unis auront du mal à accepter ça? Je crois que maintenant, c'est vraiment, tout le monde sait que nous sommes israéliens, que c'est un pays totalement oriental, même si il y a des gens qui sont venus de la Pologne ou de la Russie il y a 50 ou 60 ans. Nous vivons dans la région, nous vivons avec des voisins. Certains maintenant sont des ennemis, certains maintenant sont plus nos ennemis. Et il nous faut trouver le moyen de vivre avec les Palestiniens, de cohabiter ces pays. Je ne sais pas exactement quoi, ça va être quoi le moyen, la forme politique de cette coexistence, mais on n'a pas le choix, comme vous avez dit. C'est vous qui l'avez dit, c'est vous qui l'avez écrit. Alors j'ai été très touché parce qu'à un moment vous dites, enfin, vous parlez de l'atmosphère générale, et je sais votre admiration par Patricia Highsmith, grand auteur de romans policiers notamment, et pas uniquement, et on sait aussi qu'elle avait plein de défauts, mais qu'elle été entre autres sacrément antisémite et raciste tout court. Et vous vous dites, heureusement qu'elle est morte avant, parce que vu le déferlement de haine et de rage antisémite en Europe et aux États-Unis, elle aurait sûrement fait des tweets terribles. On ne va pas lui faire de procès d'intention, mais quand même. De temps en temps, je me pose la question comment deux auteurs de romans policiers que j'aime beaucoup, j'aime vraiment mes deux auteurs préférés, Patricia Highsmith et Georges Simenon, en fait, les deux étaient antisémites, comme vous savez. Enfin, oui. Simenon beaucoup moins qu'elle. Hein. Ouais. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais ils sont de grands écrivains. Hein. Mais oui, Patricia Highsmith, c'est pas seulement ce qu'elle a écrit aux réseaux sociaux, mais elle a donné beaucoup d'argent au PLO à l'époque. Ah bon? Oui, il y avait un de ses romans qui a été dédié au PLO, et tout le profit du livre a été donné, c'est The Cry of the Owl. Je ne sais pas comment on dit en français. Le cri du hibou. Oui. Et, mais quand même, elle est une grande écrivaine. Et puis, il y avait aussi une actrice, Gila Almangor, une actrice israélienne connue. Et alors là, ça vous surprend. Et moi, j'ai été surpris que vous soyez surpris. Parce qu'elle était autrefois très de gauche, très pacifiste, très engagée. Et le 7 octobre, ce qui s'est passé le 6 octobre 2023, l'a fait basculer dans une position radicale tout à fait inverse. Elle est dans la vengeance à 100%. Mais je ne suis pas sûr qu'elle a fait basculer. Je crois qu'elle est vraiment une grande actrice. C'est la Catherine Deneuve du cinéma israélien, du théâtre israélien. Mais je crois que c'est la peur, parce qu'elle a été attaquée. Il y avait moi, j'aimais bien la solidarité entre Israéliens après Octobre 7. Ce que je n'aimais pas, c'est la chasse des Israéliens de gauche qui osaient de continuer à dire que peut-être il ne faut pas faire la guerre, peut-être il ne faut pas détruire Gaza. Alors, Gila Almagor, elle avait on dit malchance. Oui, la malchance. Oui, d'être
dans un mouvement de gauche et elle a été vraiment chassée et attaquée sur les réseaux sociaux par des gens, je le nomme dans le livre le chasseur, qui ont cherché des gens de gauche qui osaient de dire peut-être la paix est toujours possible. Et alors, je ne suis pas sûr qu'elle a changé d'avis, mais elle a dit ce qu'elle a dit parce que... C'était violent. Oui, parce qu'elle avait peur. Parce qu'elle avait peur d'être annulée dans la culture israélienne qui est maintenant, il faut le dire, un peu radicalisée. Peut-être pas un peu. Vraiment radicalisée. Et le voix de gauche, c'est difficile de les entendre maintenant. Ah, juste un détail, mais ça m'a surpris. Vous dites à un moment, c'est une guerre menée, la dernière guerre, l'actuelle, Ouais. une guerre menée uniquement par des hommes. Mais il y a des femmes aussi. C'est vrai? Non. Comment non? Mais il y a même des femmes pilotes de chasse. Oui, ça c'est vrai, mais c'était toujours Sinwar, Netanyahou, Biden, d'accord. Trump. D'accord. Quand on voit Oui. le gouvernement israélien, et bien sûr le leadership de Hamas, c'est toujours des hommes. Et il y avait tellement de victimes, de femmes, de victimes de viol, de mères qui, leurs fils sont otages maintenant, le femme soldate qui était enlevée. C'est vraiment, guetteuses. c'était... et on pense de temps en temps ce qui aurait pu passer si notre gouvernement était différent, avec plus de femmes, si c'était le cas pour le Palestinien aussi. Il a manqué une Golda. Ouais. Oui, mais Golda, on Ouais. disait que c'était le seul homme du gouvernement. Donc c'est compliqué. Je sais. Golda Meir. Mais c'est vrai qu'une Golda Meir, un Yitzhak Rabin manque beaucoup à Israël, Ouais. plus que jamais. Ouais, vous avez raison. Vous avez lu son livre? Pas encore, Pas hélas. encore, Nathalie. Mais vous l'avez lu, Karine? Oui, je l'ai lu et qu'est-ce que vous en avez je trouvais pensé? ça... Parce que c'est un livre qui se lit très très bien. Oui, Et qui est prenant du début à la fin, qui est vraiment prenant. Puisque vous avez trouvé la bonne distance, il n'est pas long, il n'est pas très long, et la note juste, du début à la fin. Et puis grâce aussi à votre traductrice, Merci Laurence beaucoup, Sandrovitch. mais il y a un sentiment d'immersion, oui, le titre est assez parlant. Et moi, ce que je retiens surtout, c'est votre idée magnifique de faire la guerre en prenant deux poètes, un poète israélien et un poète palestinien, et les deux se feraient la guerre dans une joute poétique, quoi. Ça, c'était le moment que j'ai trouvé. C'est une fantaisie que j'avais quand je lisais l'Iliade. Je dis, je suis sûr que dans l'Iliade, ce serait possible de faire rencontre deux poètes. Et alors, le poète, c'est Bat, mais pas nous. Mais il y a un peu ça dans un film qui a reçu un prix, un Oscar à Hollywood, un film israélo-palestinien qui est fait par un metteur en scène israélien. No Otherland, Oui, c'est un documentaire. c'est un documentaire. Ouais. Mais que je dis film, pour Ouais. moi c'est aussi un film. Nathalie Azoulay, comment avez-vous vécu, ici en France, le 7 octobre 2023, le massacre? Progressivement, je dirais. C'est-à-dire que j'ai pas tout de suite compris ce qui s'était passé, j'ai mis du temps. Enfin, je crois qu'il a fallu quelques heures quand même pour comprendre exactement. Et moi, il m'a fallu même plus que ça. Pour prendre la mesure du massacre, l'ampleur de la barbarie qui avait eu lieu et l'ampleur du traumatisme que ça avait provoqué et dont on connaît les suites et dont on n'est pas sorti. Donc je ne suis pas de celles qui ont compris tout de suite et qui ont mesuré tout de suite. Et c'est pour ça que dans mon roman, je mets en scène des personnages qui à la fois mesurent et ne mesurent pas. C'est que j'ai été dans cette hésitation, ce flottement moi-même pendant plusieurs jours. Mais votre roman était déjà écrit Pas du tout. Ah non. Ah non, non, mon roman, je Il est l'ai né de écrit... Oui, il est né de ça, mais pas du tout immédiatement. C'est-à-dire que entre le 7 octobre 23 et le début de l'écriture, il s'est passé bien 6 mois. Je l'ai écrit au printemps suivant. Enfin, j'ai commencé à l'écrire au printemps suivant. Et en fait, mon roman, il est moins sur le 7 octobre que sur les suites du 7 octobre. Donc, il a fallu que je traverse toute cette période et tous ces mois
à la fois de terreur, d'incompréhension et d'affrontement pour que la matière de mon roman se constitue. Donc stupeur et tremblement dans un couple, qui est un couple uni depuis 20 ans. Plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Léa et Théo. Théo a une particularité dans cette histoire, c'est qu'il est catholique et breton. Et Léa est juive, mais juive culturelle, c'est-à-dire non religieuse, qui n'a pas reçu d'éducation juive particulière. Il y a un enfant. Un enfant. Un enfant qui est élevé dans quelle tradition, dans quelle culture finalement? Dans un entre-deux? Dans les deux, c'est-à-dire que à la fois la mère Léa n'est pas une juive religieuse ni pratiquante, mais c'est une juive quand même culturelle assumée, c'est-à-dire qu'elle est d'une famille polonaise qui a été marquée par la Shoah. Elle a une grand-mère rescapée des camps, donc il y a quand même une présence de la Shoah quotidienne. Et puis elle a une culture générale, je dirais, qui, malgré elle, est traversée par tout ça. Et il est dit plusieurs fois dans le roman que, en gros, elle aime l'humour juif, Seinfeld et compagnie. Donc il y a quand même une espèce de constitution, de présence juive dans la famille. C'est pas du judaïsme, c'est de la judéité. C'est de la judéité. Et ça, elle le transmet plus ou moins à son enfant. Et de l'autre côté, on a une famille qui est ancrée en Bretagne, mais dont la mère de Théo, en fait, est à moitié allemande. Donc on a une famille qui est quand même aussi très marquée par l'histoire de l'Europe. Dans le sens inverse, qui est du côté du crime. Et en fait, cette union entre Théo et Léa, elle se fait quand même à l'endroit de la Shoah. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a besoin d'éponger la dette de sa mère, en gros, et l'autre qui a besoin d'être protégé par un homme qui va l'ancrer en France et la protéger des futurs ennemis. Et donc, il y a cet emboîtement entre les deux histoires qui est encore une fois un emboîtement culturel plus que religieux. Et cette judéité présente dans le couple, elle est principalement due à la Shoah. Mais le couple n'avait pas subi de secousses aussi fortes que celle du 7 octobre 2023. C'est ça qui fissure les choses. Oui, mais il y a un petit travail de fissuration qui se fait au long des années, que le roman raconte, mais de manière, je dirais, à la fois progressive et discrète. Mais on a quand même le sentiment que Théo, qui raconte toute l'histoire, est à la fois très heureux d'être dans ce clan juif, comme il dit, mais aussi parfois, il a le sentiment d'être accessoire, d'être secondaire, de ne pas être vu pour qui il est, d'être un peu transparent. Vous dites clan, mais à un moment, elle lui dit « retourne dans ta niche ». Alors, c'est elle qui a le sentiment d'être renvoyée vers sa niche. Voilà, sa niche. Et la niche, c'est quand même un ghetto. Oui, c'est un ghetto, mais c'est le ghetto d'après le 7 octobre. Avant le 7 octobre, entre eux, il n'y a pas vraiment d'enfermement comme ça de l'un ou de l'autre, mais il y a quand même une présence de Théo qui est donc un mensch dans cette famille juive. Il dit d'ailleurs qu'il est juif par son enfant. Il est juif par sa fille, et elle dit, sa femme, qu'elle l'a enjuivé d'une certaine manière, mais culturellement. Oui. Et donc il est dans cette famille à part entière, et pas complètement entière non plus, c'est-à-dire qu'il est très content d'y être, mais il se rend bien compte qu'il lui manque quand même quelque chose pour en être totalement. Donc le 7 octobre 2023, finalement, cristallise quelque chose qui était sous-jacent. Peut-être que c'est l'allumette qui va enflammer ce qu'il avait ressenti. Et en fait, j'ai voulu aussi raconter cette histoire parce qu'il me semble que c'est très important de parler de ces hommes non juifs qui arrivent dans les familles juives et de voir ce qu'ils traversent aussi. C'est-à-dire que c'est pas très facile d'être dans une famille juive. Vous le savez d'expérience ? Un petit peu, oui. Et puis tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Mais de fait, on arrive, on est plein d'ouverture à l'altérité et on est très bien accueillis. Mais il y a des milliards de fois où on vous dit des petites choses, il y a des indices, il y a des grincements, il y a des bémols, il y a toutes sortes d'incidents qui peuvent affecter une personnalité. Et Théo a subi tout ça, et en plus il n'était pas le seul, puisque dans cette famille, il a épousé une des sœurs, et l'autre sœur a épousé un autre homme comme lui, non juif. Et donc il y a cette espèce d'affinité entre les deux gendres, mais qui ne peut pas se dire non plus, parce qu'ils ne peuvent pas le dire. Oui, c'est indicible. Comme il y a eu tous ces événements pendant 20 ans, des micro-événements, qu'est-ce qui fait que l'événement, qui est quand même lointain, c'est proche et lointain, ça concerne tous les juifs, mais ce n'est pas en France, ce n'est pas en diaspora. Qu'est-ce qui fait que cet événement va ébranler l'édifice ?
Alors l'ébranlement est dû au fait que ce que vit Léa, est immense, c'est-à-dire que elle, la juive culturelle, a priori pas très sioniste, pas très rattachée à tout ça, subit un choc terrible, se sent renvoyée au fond d'une niche, c'est-à-dire au fond d'un isolement, d'une solitude, parce que son propre mari, qui jusque-là l'a accompagnée, soutenue, entourée, aimée, ne comprend pas tout ce qu'elle traverse à ce moment-là. C'est-à-dire, il ne comprend pas à quel point elle est ébranlée, à quel point elle se sent seule, et à quel point elle n'arrive plus à supporter la moindre critique qu'on fait au lendemain du 7 octobre, et surtout la moindre hostilité qui s'est manifestée dès le 8 octobre à l'endroit d'Israël, alors qu'Israël venait d'être frappé. Et donc, il y a une forme de solitude sociale qui se constitue. Elle n'arrive plus à voir les gens qu'ils voyaient tous les deux ensemble. Elle n'arrive plus à faire corps avec lui parce qu'elle voudrait qu'il soit atteint comme elle est atteinte. Or, il ne l'est pas. Qu'il soit aussi solidaire qu'elle. Alors, solidaire, c'est encore une chose qu'il pourrait être. Mais atteint profondément dans son être avec cette espèce d'effondrement et de solitude et de détresse, il ne l'éprouve pas. Et il ne l'éprouve pas pourquoi. Et d'ailleurs, il y a une scène d'explication entre eux et un aveu de la part de Théo, très, très franc, très honnête. Ben, c'est parce qu'il n'est pas juif. Il a beau avoir accompagné toute l'histoire juive depuis la Shoah, en gros. Il lui manque cette résonance et personne ne peut lui en vouloir. Et Léa ne peut pas lui en vouloir. Donc il y a une forme d'impasse, en fait. Ça s'achève quand même sur un échec. Parce qu'ils vont se séparer. Mais il y a même plus que ça, puisque la fille va venir vers le catholicisme. Alors il y a toute une interrogation qui est très intéressante, qui pour moi court tout le long du livre, c'est la transmission. Parce qu'elle a voulu transmettre quand même, Léa. Et lui aussi a voulu transmettre. Peut-être pas la même chose d'ailleurs. Mais on en avait déjà parlé, mais est-ce qu'on peut transmettre ce qu'on n'a pas? Elle n'a pas reçu d'éducation juive, bien qu'elle soit très concernée. Comment est-ce qu'elle aurait pu transmettre ce qu'elle ne possédait pas? C'est une vraie question, c'est-à-dire qu'il y a une forme de transmission qui se fait par défaut ou par la négative. En effet, elle transmet peut-être, et encore le livre n'est pas très explicite là-dessus, mais sans doute une idée de la Shoah, une idée du crime, et dont sa fille a aussi hérité par l'autre grand-mère qui est allemande. Donc il y a ce pavé de la Shoah, mais qui n'est peut-être pas suffisant pour constituer une identité juive. Alors je pense que Léa, elle était un peu, comment dire, insouciante et peut-être un peu légère. Elle a eu le sentiment, sans doute, que transmettre Seinfeld, ça suffirait. Bon, je caricature beaucoup et je simplifie. Mais c'est-à-dire, voilà, cet ensemble de références culturelles, de fêtes qu'on fait, mais vaguement. Il y a des rituels dans la famille qui sont très estompés, qui ne sont pas du tout explicités. On ne connaît pas du tout ni la liturgie, ni même l'histoire juive. Et donc, elle a eu l'impression que par la petite histoire, ça suffirait à tisser le fil entre elle et sa fille. Et de fait, ça l'a tissé, puisqu'il y a quand même un lien très fort de sa fille avec elle. Et en plus, sa fille a hérité de sa passion du droit. Donc, oui, elles ont comme ça ce rapport à la loi. Le ciment invisible de cette famille, au fond, c'était la Shoah. C'était beaucoup la Shoah. Et sans doute que... ça ne suffit pas. Alors, ça peut suffire, ça peut ne pas suffire. Et en l'occurrence, ça ne suffit pas. Et il y a en plus, dans cette famille, ce père, qui est un père lui-même traversé par toutes sortes d'ambiguïtés. Mais la leçon qu'on en tire, alors je ne sais pas si ça vous plaira ou pas, c'est que l'altérité est illusoire car invivable. Ben, c'est variable. Alors, malheureusement, je crois que dans la majeure partie des cas, c'est très difficile. Et c'est souvent voué à l'échec, notamment quand il y a une crise historique de cette ampleur. Après, il y a des contre-exemples dans l'histoire, il y a des contre-exemples dans la vie actuelle, j'en connais, oui. Mais c'est vrai que ce sont des situations inconfortables et qui peuvent malmener la plus grande harmonie amoureuse. Oui, parce que, enfin, on en tire aussi l'idée que pour quelqu'un comme Léa, la judéité, c'est quelque chose de très oppressant finalement. Elle a envie d'en sortir. Elle a envie d'en sortir, mais elle n'arrive pas à en sortir. Et finalement, elle retourne à une forme de ghetto. Alors, mon livre a tout sauf envie d'être un éloge du ghetto. Mais c'est vrai qu'à l'intérieur de cette existence qui est celle de Léa, qui est perturbée, et en même temps, bon, on n'a pas la fin de l'histoire, on ne sait pas comment Léa va évoluer. Mais à un moment donné, en tout cas, après le 7 octobre,
elle est un peu assignée à cet enfermement et à ce ghetto. D'autant que 7 octobre, en l'espèce, c'est pas seulement ce qui se passe en Israël, c'est la haine anti-juive. Ah ben bien sûr, c'est le 8 octobre. Qui est partout en Europe et aux États-Unis. Puis il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est le travail sur le nom. Parce qu'elle veut changer de nom, enfin sa sœur. Non, c'est-à-dire que toutes les deux, au moment où elles épousent leur mari, ont une volonté d'avoir un nom de repli. Mais elles restent avec leur nom de jeune fille. Mais elles veulent ce nom de repli pour leurs enfants et elles donnent un nom a priori sans danger à leurs enfants. Mais en même temps, c'est accepter que vos enfants ne portent pas le même nom que vous. Oui. Mais alors, le nom, dans la transmission, c'est fondamental. Oui, mais elle a appelé sa fille Noémie. À suivre, parce qu'on ne peut pas conclure à sa place. Karine Azan, vous avez lu le livre de Nathalie Azoulay? J'ai été absolument éblouie. Vous qui êtes scénariste. Non, j'ai été éblouie du début à la fin. Mais moi, j'ai eu l'impression que la mort de la mère de Théo a été comme un appel d'air et que c'est ça qui a tout précipité, en fait. Et que si la flamme, c'était le 7 octobre, l'oxygène, l'air de la mort de cette mère, c'est ça qui a mis le feu, en fait. Mais vous avez absolument raison. C'était elle le garde-fou. Oui. C'était elle qui était gardienne du temple. C'était elle qui avait éduqué son fils dans la réparation du crime. Et elle-même, elle est très affectée parce qu'elle est prof d'histoire en banlieue et elle se rend bien compte du problème qui existe quand elle enseigne la Shoah. Et un jour, elle dit à son fils, mais en fait, j'en peux plus parce qu'ils ont retourné l'opération. Et c'est invivable, et de fait, elle va subir une forme de dépression, enfin, elle-même va aller de plus en plus mal, et son fils va assister à ça, et au moment où elle disparaît, il est à la fois évidemment très triste, il était fils unique, et il avait un lien très fort avec elle, mais il est soulagé de quelque chose. Ouais, c'est vrai, et c'est déterminant dans la suite de l'histoire. Alors, vous, le mot-clé, on pourrait trouver un mot-clé dans votre livre, parce qu'il est tout le long aussi, et c'est vengeance. C'est pas beau la vengeance, non? Non, mais d'ailleurs, la narratrice elle questionne ça pendant tout le livre. Bien, tout le temps, oui. Mais c'est un acte. Alors vous dites c'est un acte décevant. Enfin, c'est Serge Klarsfeld que vous citez qui dit c'est un acte décevant parce que ça laisse un goût amer. Oui. Et pourtant, c'est au cœur du livre, au cœur de l'histoire que vous racontez. Donc, alors, l'histoire, c'est vous et votre grand-mère. Oui, en fait. Enfin, le personnage. Le personnage principal d'Elisabeth Alpern m'a été fortement inspiré par ma grand-mère. Voilà, disons cela ainsi. Donc, on va dire que tous ses souvenirs et toute sa personnalité, ses 3 maris, son courage, etc., c'est ma grand-mère. Ah oui, après, le récit au présent, c'est de la fiction et on n'a pas de cadavre dans le placard et on est de ce point de vue-là. J'ignore comment on dit mensch au féminin. Ça se dit? Moi, j'ai vu passer Wimensch ces derniers temps. Normalement, c'est un mot qui va pour les deux. Ah oui, on peut dire d'une femme, c'est une mensch. Ça se dit pas trop. C'est une sacrée mensch, votre grand-mère. Oui. Parce qu'elle a une énergie incroyable, elle est implacable, elle a épuisé 3 maris. On ne va pas donner les circonstances, mais parce que votre livre, au départ, on se dit, bon, c'est encore ancré dans la Shoah, etc. Et puis, très vite, c'est tellement loufoque, c'est d'une drôlerie irrésistible. En même temps, c'est très écrit, c'est très visuel. Bon, vous êtes aussi scénariste, donc ça ne va pas étonner. Donc, votre personnage, celui qui vous ressemble le plus, décide de partir à Melbourne, en Australie, pour retrouver cette fameuse grand-mère, qui est le mensch de la famille, qui a 85 ans. Dans le livre, elle est plus jeune. Oui. Dans le livre, elle a plutôt 70. Oui, pardon. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une complicité qui se noue avec cette femme très battante, à la fois battante et combattante. Et puis arrive un personnage que manifestement la grand-mère a séduit, qui pourrait être le 4e mari. Et donc pourquoi pas, puisque finalement elle est capable de ça. Et ce personnage manifestement est allemand, assez âgé. Et là, vous comprenez on comprend qu'elle a un plan auquel elle va associer sa petite fille. Mais en fait, elle part depuis quelques années faire du ski dans les Alpes australiennes, donc en été pour nous, en hiver pour elle. Et elle retrouve ce Karl Schubert depuis 3-4 ans,
qui s'avère être un Munichois nostalgique, un Européen nostalgique qui a émigré en Australie et qui est nostalgique de l'Europe et qui est très très content quand il voit Elisabeth avec qui il peut parler allemand et parler d'autres choses. Et puis Elisabeth se rend bien compte que ses opinions, sa conversation sont quand même assez douteuses aux entournures, et elle comprend qu'il a été un ancien... Enfin, elle a une intuition, une intime conviction qu'il a été SS pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est lui qui a 85 ans. C'est lui qui a 85 donc, ans. Ça colle historiquement. Oui. Et donc, elle commence à entamer des recherches pour essayer de savoir si ce monsieur a bel et bien servi dans la SS pendant la Seconde Guerre mondiale, et elle va trouver des choses qui vont corroborer ses soupçons. Et comme lui, visiblement, la drague, puisque elle a survécu à la Shoah parce qu'elle avait un look très arien, en fait. C'est une Galicienne, oui, à l'origine. Oui, absolument. De Lvov, oui. Et de Lvov. Mais vraisemblablement, la légende familiale raconte qu'elle aurait hérité de ce look très arien, de cette blondeur, de ses yeux bleus, de ce petit nez court, et tout, etc., d'un pogrom, et donc qu'une arrière-grand-mère ou un arrière-grand-père aurait été un enfant de viol, donc elle aurait hérité d'un look cosaque, comme ça. Et il tombe amoureux enfin, disons qu'il a un petit crush sur elle, et elle se dit, ben voilà, je pourrais me laisser faire, je pourrais le laisser me draguer, et puis peut-être qu'il va me demander en mariage, et il va me demander ma main, et moi, de toute façon, elle donne une fausse identité qu'elle avait sous la guerre, donc une identité de polonaise catholique. Et puis sur un malentendu, donc, il lui proposerait de l'épouser, et puis elle pourrait accepter. Et le soir de la nuit de noces, elle lui dévoilerait sa véritable identité de juive de Lvov. Et là, comme c'est un vieux cardiaque, il mourrait d'un infarctus. Et ce serait un crime parfait. Cardiaque et diabète. Oui. Donc le crime parfait. Ce serait le crime parfait. Pour un auteur de polar, votre crime parfait, il est un peu invraisemblable, oui, j'ai l'impression, non? Mais disons que ça, tout ça, c'était une lettre que ma grand-mère m'avait envoyée. Parce qu'en fait, elle s'était bel et bien fait draguer par un vieil Allemand, qui lui avait paru quand même assez raciste et antisémite sur les bords. Et elle s'était dit, tu imagines, si ça se trouve c'est un ancien nazi, tu imagines. Et c'était elle qui m'avait raconté ça dans cette lettre. Qui m'avait dit, tu imagines, et je pourrais accepter de l'épouser, et puis je lui dévoilerais ça. Et donc cette lettre-là était comme une espèce... Vous parliez de transmission. Cette lettre-là, c'était vraiment un espèce de cadeau énorme, enfin, qu'elle m'a envoyé. On a correspondu, cette lettre, j'ai dû la recevoir autour du début des années 2000. Et quand j'ai reçu cette lettre, je me suis dit, en fait, une fois de plus, je suis son boulet, et elle est exceptionnelle, parce que moi qui me targuais d'être scénariste et d'écrire des pitchs et des synopsis, là, elle me présentait un pitch que je trouvais vraiment ébouriffant. D'autant que la grand-mère et la petite-fille se découvrent un point commun, c'est qu'elles pensent chacune d'entre elles possède en elle-même le visage de l'ennemi. Oui. Expliquez-nous ça. Ben ça aussi, c'est une histoire, c'est une anecdote. C'est que quand j'ai été voir ma grand-mère, la dernière fois que j'ai été la voir en Australie, en 2006, je me suis fait arrêter à la douane parce que j'avais ma photo sur mon passeport qui se décollait un peu. Et donc, je sais pas, ça vous est peut-être arrivé ou pas du tout. Mais bon, donc on vous met de côté. 2006, le 11 septembre n'était pas loin, donc il y avait quand même, c'était quand même assez tendu dans les aéroports. Et donc je me retrouve à poireauter 20 minutes, on me pose des questions, on me dit mais où vous allez et pourquoi. Donc quand je dis, moi, petite Parisienne, je vais voir ma grand-mère en Australie, on me regarde avec des yeux ronds, etc. Donc pendant 20 minutes, c'est très désagréable et finalement on me laisse partir. Et quand je raconte ça à ma grand-mère, elle adore cette histoire, mais elle adore absolument cette histoire, elle la raconte à tout le monde. Et au bout d'un moment, je me dis, mais pourquoi elle aime tellement cette histoire? Et en fait, comme elle explique entre 1000 autres talents, puisqu'elle parlait un polonais, un allemand sans accent, etc., mais que c'est quand même son visage qui a été la clé de sa liberté, enfin de sa survie.
tout d'un coup, c'est elle qui transforme ça et je me dis, mais en fait, j'ai compris. J'ai compris pourquoi elle aime cette histoire, parce qu'elle est en train de se raconter que moi aussi, j'ai le visage de l'ennemi d'aujourd'hui, en fait. Alors, on sent des influences dans votre livre, bien sûr, et c'est tant mieux parce que ce sont de belles influences. Parfois, je me suis dit, on dirait que Romain Gary, juste après Gengis Khan, a écrit le scénario et que Billy Wilder s'en est emparé pour faire une première version et que les frères Cohen ont repris la version de Billy Wilder pour faire leur version parce que voilà, c'est loufoque, c'est drôle, ça bouge beaucoup puisqu'elle est craquante, la grand-mère. J'aimerais pas être son 5e mari, mais quand même, elle est craquante. Il y a ces influences cinématographiques. Oui, beaucoup. Oui. Ah oui, absolument. Le récit au présent, c'est de la fiction et il y a un côté western. On est dans ces Alpes australiennes complètement désertiques. J'ai pensé aussi à The Shining. Enfin, et il y a ce face-à-face. C'est un huis clos aussi. Donc, oui, il y a tout ça. Ouais. Et puis il y a aussi l'histoire vraie, qui a donné d'ailleurs un livre, enfin des livres, et puis un film, Les Vengeurs. Oui. Les Vengeurs de Abba Kovner, qui est une histoire donc de vengeance après la guerre, pour retrouver des criminels de la déportation et pour les tuer. Oui, alors initialement, le premier plan de vengeance de Abba Kovner, il était complètement apocalyptique, c'était de vouloir tuer 6 millions d'Allemands en empoisonnant les puits de Nuremberg, de Berlin, etc. Et la Haganah avait été horrifiée. Mais ça n'a pas marché. Non, c'est pas ça. C'est que la Haganah était horrifiée. C'était une fin de non-recevoir. Donc, il s'est replié sur l'idée d'empoisonner la nourriture de certains camps ex-allemands passés sous direction américaine, dans lesquels il y avait des criminels, d'anciens gardiens de camp de la mort, des membres des Einsatzgruppen, etc. Même là, ils ont dû réduire. Et là, alors, à nouveau, la Haganah a dit non. Il s'est débrouillé pour trouver du poison. Mais en moindre quantité. Enfin, il y a pas mal de péripéties entre-temps. Bien sûr. Et puis, finalement, le jour J, au lieu des 8000 petits pains qu'il aurait dû empoisonner à l'arsenic avec ses camarades, il n'y en a eu que 2000. Parce qu'ils ont été interrompus par l'arrivée des Américains. Et puis surtout, il n'y a pas eu un seul mort, il y a eu quelques vagues intoxications alimentaires. Donc c'était un échec. Mais de toute façon, des années après, Kovner disait qu'à l'époque, son plan était une folie et que sa véritable vengeance, ça a été quand il était dans ce kibbutz du centre d'Israël, qu'il a été... Dans lequel il a exercé toutes les fonctions, et y compris rabbin, chose quand même assez surprenante dans une communauté socialiste. Et il explique que sa plus belle vengeance contre l'œuvre de mort nazie, c'était à chaque fois qu'il célébrait un mariage et qu'il sanctifiait une nouvelle famille. Alors, la narratrice avait un projet de roman au départ. Oui. Qui n'était pas celui-là. Enfin, on le retrouve quand même. C'est autour de la psychogénéalogie, travaillé par ça. Donc la filiation, le corps des femmes, la transmission des souffrances chimères. Juste un mot, est-ce que la souffrance chimère, c'est un concept psychanalytique ? Alors, ou bien c'est vous qui l'avez... En fait, j'ai demandé à ma psychanalyste, parce que c'était... Bon, vous saurez tout, donc. Parce que c'est elle qui l'avait employé... C'est la première personne que j'ai entendue employer ce terme, et je lui ai demandé si ça venait d'elle, elle m'a dit non, et je n'ai rien trouvé. Donc, est-ce qu'elle l'a improvisé au hasard d'une séance ? Je ne sais pas, mais en tout cas, elle m'a dit non, il n'existe pas ce terme. Mais finalement, cette transmission par le corps de femme, c'est quand même dans le livre. Ah oui, mais de toute façon, l'une des premières intentions du roman, c'était d'explorer la matrilinéarité, et oui, tous ces traumas qu'on se transmet dans les limbes obscures de la gestation et qu'en tant que femme, on se retrouve à hériter sans comprendre en fait d'où ça vient, ce que c'est. Et l'idée de souffrance chimère, c'est finalement ces souffrances psychiques qui sont faites de morceaux de psyché de gens d'une même généalogie et qui sont comme ça, comme une espèce de patchwork. Et l'idée était d'essayer de les dénouer un petit peu dans ce livre. Ben, vous le faites très bien, Karine Azan, dans Vie et survie d'Elisabeth Alpern. C'est une belle couverture. C'est un pastel magnifique. J'ai toujours 2 coups de cœur, parce que ça s'appelle les 5 livres, donc j'ai droit à 2 coups de cœur chaque émission. Charlotte Delbo,
les mémoires et les jours. Il s'agit de la parution en format de poche du 4e et dernier tome de son œuvre Auschwitz et après. C'est un volume final qui a été publié pour la première fois en 1985, donc juste après sa mort. Le bandeau a quelque chose d'un peu provocateur, expliquer l'inexplicable. Pour moi, il s'agit surtout de comprendre comment, dans l'univers concentrationnaire, comment rester vivant après avoir eu la certitude de sa mort. Ce qui est arrivé à beaucoup de survivants qui l'ont raconté et qui en ont été évidemment traumatisés. Il y a aussi toute une méditation sur comment la barbarie n'a pas réussi dans les camps à vaincre la solidarité et comment fonctionne la mémoire sur une histoire aussi traumatisante. Alors, lorsqu'on cite les classiques littéraires de la déportation, on cite toujours les mêmes, ce qui est normal, Primo Levi, Robert Antelme, Imre Kertész, et puis Elie Wiesel, bien sûr. Mais je trouve qu'on oublie trop souvent de citer Charlotte Delbo, qui est une des rares femmes qui ont laissé une œuvre qui est absolument incontournable. Charlotte Delbo, qui a passé toute l'année 1943 à Auschwitz et ensuite 3 mois à Ravensbrück. Quand les camps ont été découverts, donc comme vous le savez, je dis bien découverts et non pas libérés par l'armée rouge et l'armée américaine, il y a 80 ans. Donc on est dans un anniversaire actuellement. Et Charlotte Delbo est morte il y a 40 ans. Ce double anniversaire, c'est vraiment le moment ou jamais de la lire ou de la relire et de la faire découvrir. Et puis enfin, un livre qui est une œuvre remarquable d'un homme remarquable, je le montre là, Gershom Scholem, Quitter Berlin, c'est son journal de jeunesse et c'est publié par les éditions Rudulm, c'est-à-dire donc l'école normale supérieure. Gershom Scholem, le philosophe, l'historien, spécialiste, grand spécialiste de la Kabbale et de la mystique juive, qui est né à Berlin en 1897 et qui est mort à Jérusalem en 1982. Ce livre-là est vraiment un document de premier ordre, qui a été publié pour la première fois en allemand en 2000, et il vient juste donc d'être publié en français. Il a fallu un quart de siècle pour qu'un éditeur s'en empare, le fasse traduire, j'ai oublié de noter le nom du traducteur, mais c'est Sacha Zilberfarb, et surtout le munisse d'un appareil scientifique, d'une préface de Johann Chapoutot, l'historien, et d'une postface. Vraiment, c'est un travail d'éditeur tout à fait remarquable. Donc ce journal, ce sont des notes à leur date, ça va de 1913 à 1923, date à laquelle Gershom Scholem, en 1923, émigre en Palestine. Évidemment, on y trouve les réponses aux questions que se pose à propos de son œuvre monumentale, qu'il s'agit des ressorts complexes, par exemple, de son amitié avec Walter Benjamin, qui est quelque chose qui a toujours marqué les philosophes, ou sa décision de quitter Berlin pour la Palestine, ce n'était pas évident, en 1923. Donc en arrivant, il sera professeur à l'université hébraïque de Jérusalem. Et puis aussi sa conception de ce qu'on appelle, et je trouve que l'expression est très belle et très nécessaire aujourd'hui, ce qu'on appelle le sionisme humaniste. On aurait besoin, Dror, aujourd'hui, de rappeler cette expression un peu plus souvent de sionisme humaniste. Lui, il se disait sioniste libertaire et humaniste. Il a toujours été anarchiste dans l'âme. Et puis, il y a aussi beaucoup de choses très intéressantes sur l'influence de la pensée de Martin Buber, sans oublier, bien sûr, et c'est la photo de couverture, l'évocation de la vie quotidienne à Berlin dans les années 20 et du début du siècle aux années 20. Voilà, c'était une grande liberté d'écriture, constamment, dès son jeune âge. Ce que Chapoutot, dans sa préface, relève, il dit, c'est le souci de dépasser le malaise personnel par le travail de l'universel. Et on est vraiment, dans ce journal de jeunesse, au cœur du problème. Voilà, merci à tous les trois. Merci à vous. Merci. À bientôt. À bientôt.